Frère, donc on retrouve aujourd'hui Marc Sassier. Vous voyez, il est sous son cocotier. Donc, je pense que ça va aller mieux au niveau de la communication. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, on avait déjà fait les présentations. On va passer directement aux questions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de l'écho. Non, c'est bon, c'est réglé. Donc, Benoît, je te propose de revenir aux dernières questions sur lesquelles on avait eu des petits problèmes de son, peut-être. Oula, alors je t'avouerai que je ne les ai pas mises de côté, donc, mais bon, on va quand même y aller. Donc la dernière fois, quand on a eu des problèmes de connexion, on s'était arrêté. Très bonne question. On s'était arrêté où, Marc? Tu t'en souviens ou pas? On s'était arrêté sur des questions plutôt sur comment dire. On était dans les chais et il y a eu plusieurs questions. J'ai essayé de répondre à côté par SMS ou par mail, mais comme je suis pas doué pour lire les questions, voilà. Donc je pense que c'est mieux que tout le monde repose ses questions et qu'on remette au goût du jour, non? Bon, on va attendre que les questions arrivent. Justement, là, il y a tout le monde qui dit bonjour. Alors moi, j'avais pas une question, mais en attendant les questions, Marc, je sais que Saint-James a été toujours très proche de la gastronomie. Est-ce que tu peux nous donner la recette de la Pérouse? La recette de la Pérouse, faudrait que je cherche dans le livre. Tu n'as pas lu le livre? Oui, la Pérouse faisait une omelette, notamment une omelette. Alors, ils ont fait plusieurs recettes. Il y a un document de 1963 qui donne plus de 50 recettes de cuisine, mais qui donne aussi des cocktails. Et c'est un livre qui est une base où vous avez des apéritifs, des entrées, des plats, des mets, des entremets, des desserts, dont la recette de la Pérouse, oui. Ouais, c'était le fameux baba au rhum, en fait, hein, parce que c'est eux qui l'ont pratiquement créé, on va dire, hein, le baba au rhum, avec du rhum Saint-James. Ouais. Oui, puis il y a un des plus grands pâtissiers de Paris qui le fait aussi au rhum Saint-James. Et si vous avez vu l'émission à la télé, il a même tendance à remettre de l'ambré par-dessus. Ouais. Bon. Alors voilà, justement, on a une question qui nous vient de Joël Charles. Les questions commencent à tomber. Hein. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui nous demande s'il va y avoir un brut de colonne de prévu pour Saint-James ou Bali prochainement, vu que c'est à la mode. Est-ce qu'on suit les modes? Ouais. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. C'est envisageable, oui. Alors, pourquoi pas, c'est pas une réponse, on veut une réponse claire. Oui, non, une réponse claire. Pas de norme, Peut-être, oui. C'est envisagé. C'est envisagé, oui. Alors, Jerry parlait de gastronomie, justement, et juste tout à l'heure en off, tu m'as montré quelque chose. On peut en parler ou pas? Oui, on peut tout à fait en parler. Hein. Voilà. Voilà. Ah bah ça, c'est la nouvelle tablette Saint-James, puisque Goldkane ayant abandonné Saint-James en cours de route, on est en train de développer en Martinique cette tablette qui sera peut-être bientôt aussi en métropole, avec les chocolats de Balata. Et là, on a un procédé très très particulier, puisque si vous connaissez les chocolats aux eaux de vie, en général, il y a une coque de sucre. Et là, il a inventé un process où il n'y a pas de coque de sucre. Donc, en croquant dans le chocolat, vous avez directement le rhum. Ah, donc c'est très très particulier parce que vous avez le rhum qui est enrobé de chocolat sans coque de sucre. Et donc on a fait aussi ça pour l'inauguration de la salle. On avait fait des chocolats à différents degrés avec la VSOP et le XO de la salle. Où vous aviez, au lieu d'avoir du 72, 80 et autres de pourcentage de cacao, on a fait avec X% d'eau de vie. Et c'était assez sympa. Okay. Et donc là, la sortie, comme tu as dit... Alors là, c'est sorti en Martinique avec le Covid, donc c'est un lancement. On a déjà pré-lancé puisque le chocolatier le vend déjà dans sa chocolaterie. Et puis on va le lancer maintenant dans tous les magasins, éventuellement dans les duty free. Et à terme, c'est prévu, la métropole est donc avertie aussi et sera peut-être prête à lancer, mais un peu plus tard, quoi. Et le rhum qui est à l'intérieur, alors pour les tablettes, ça sera de l'ambré. Mais on a aussi des chocolats en forme de tonneaux qui sont, eux, avec soit du blanc, soit du vieux. Donc ça va du XO, du VSOP, du 15 ans, ce genre de choses. Donc il y aura plusieurs versions. Oui, il y a plusieurs. Alors, en tablette, il y a deux versions, une chocolat noir, une chocolat au lait.
Et puis en petit tonneau, il y a plusieurs déclinaisons de rhum, mais là c'est plutôt pour des rhums fleur de canne, 15 ans, VSOP et autres. Alors, je rebondis là-dessus justement parce que ça tombe bien qu'on parle de chocolat. Juste pour donc refaire la petite annonce, lundi, on aura donc un live avec Thierry Lozéa qui nous fera qui nous parlera des accords rhum-chocolat justement. Donc, déjà qu'on est dans le chocolat martiniquais, autant rappeler ça. Ça sera lundi prochain à 18h. On a alors pas mal de questions. Les questions retombent maintenant. Voilà, voilà. Donc, je repose ma question de la dernière fois. Pourquoi avoir acheté l'appellation rhum paille? C'est pas un achat, c'est un dépôt de nom. C'est un nom qui a toujours appartenu à Saint James, hein, et qui a été après utilisé dans les marques ou marques affiliées de Saint James, notamment Hardy, hein, appartient à la marque Hardy, mais dont Saint James a laissé l'utilisation du mot paille. Mais historiquement, c'est Saint James qui a le dépôt du mot rhum paille. Voilà. C'est un vrai dépôt, c'est un dépôt un peu de marque comme d'autres ont pu déposer, je sais pas, acajou ou autre, ou rhum acajou. Ici, nous, c'est vraiment un dépôt et faut pas oublier que dans les rhums élevés sous bois, les Saint-James en a toujours fait, on fait de l'ambré et du paille depuis longtemps. Ouais. Et c'est assez récent que les autres, c'est d'ailleurs l'AOC Martinique qui a créé l'appellation rhum élevé sous bois. Avant, c'était une appellation qui n'existait pas, on mélangeait les blancs et les élevés sous bois dans la même catégorie, qui était hors vieillissement, et le reste, ou rhum jeune, comme on dit en Guadeloupe, et le reste, c'était en catégorie vieillissement. Donc, et donc, là aussi, soit ils étaient vieux, soit ils n'arrêtaient pas, en fait. Soit ils étaient en vieillissement, ou soit ils n'étaient pas, oui. Alors, on a Gilbert qui nous demande une question assez pertinente que tu as peut-être déjà répondu. C'est les brutes de fût Saint-James se font plutôt rares. Pourquoi? Alors, actuellement, on en compte 2, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, il y a celui de la confrérie, et puis il y a y en a un autre. Il va y avoir un autre Vélier, et il y en a un autre sûrement pour un autre. On réserve ça à certains. Est-ce que c'est l'autre les Belges? Juste petite curiosité. Non, c'est pas ça. C'est que alors, on a plutôt tendance à faire des brutes de fût avec Bali, parce qu'il faut pas oublier que Saint James c'est quand même à la base un rhum chaleureux, hein. Il a été fait par des métropolitains pour la métropole, donc c'est un rhum qui est un peu chaleureux, qui a aussi une note bien présente de torréfaction, et en brut de fût c'est très très dur. On n'a que quelques millésimes de brut de fût, donc on les distille, notamment pour la confrérie du rhum, on avait un 2003 qui était très sympathique, on les distille de manière très précautionneuse, parce que sinon vous avez des choses qui sont très très dures, quoi. Alors qu'en Bali, comme vous avez une note fruitée, une note de, comment dire, de une note de fruité et puis aussi de la rondeur, vous avez plus de chances d'avoir de bons produits en brut de fût. Mais on y pense, on fait des petits tirages réservés, et c'est vrai que c'est à la mode, alors qu'il y a 20 ans, tout le monde voulait des rhums sucrés. Maintenant, tout le monde veut, je pense que c'est aussi le passage des gens du whisky vers le rhum qui a aussi induit ce particularisme. On pourrait faire des gouttes de fût, mais tous ne conviennent pas à avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Alors, petite question personnelle, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaît personnellement ou moins? Oui, mais ça, on en a déjà parlé. Moi, je trouve que le brut de fût est quelque chose de trop concentré. On a du mal à distinguer les arômes sont trop entremêlés. C'est pour ça aussi que parfois, les gens qui sont un peu perturbés par les bruts de fût, je leur conseille de prendre de l'eau. Maximum un tiers d'eau à mettre, et vous avez 5 minutes pour pouvoir déguster, puisqu'après vous déplacez tous les équilibres, et notamment vous perdez les esters, et à ce moment-là, vous avez un rhum qui devient complètement fade. Et après, il faut attendre minimum 5-6 jours pour récupérer le produit, donc après, il faut être vraiment patient, quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose où, quand on réduit, on voit tout de suite la différence. J'ai fait ça aussi sur du 98 pour des visiteurs. Quand on goûte le brut de fût 98, c'est un monde complètement différent. Et une fois réduit, on tombe sur des notes très fruitées, des notes de torréfaction qu'on pouvait ne pas distinguer en brut de fût. Alors, la dernière fois, on a longuement parlé du cœur de chauffe également. Oui. On nous demande si tu pouvais éventuellement en donner la typicité. Ah, la typicité du cœur de chauffe. Bon, le cœur de chauffe est fait par un alambic, alors a été fait jusqu'il y a 2 ans par un alambic de type charentais pur.
ce qui se faisait depuis des années, hein, puisque ça, Saint-James le fait, ce cœur de chauffe le fait depuis 1895. Et on a décidé, puisqu'on a retrouvé dans les archives qu'en 1895, pardon, il y avait un prix Varoussel. Ce qu'on appelle un prix Varoussel, c'est le nom des fabricants. Et à l'époque, c'était une petite colonne, c'est l'ancêtre de la colonne, une petite colonne sur un alambic charentais. Donc on a refait cet alambic de cette façon-là. On l'appelle même la girafe en interne, puisque la colonne ressemble à un long cou et tous les employés l'appellent la girafe. Donc si vous apprenez ça, on n'a pas encore produit avec celui-là, on est toujours sur le stock du cœur de chauffe d'avant. Alors le cœur de chauffe, historiquement, c'est coulé à 80 degrés normalement, et c'est une petite quantité. Alors là, on coule plus à 80, mais on fait une sélection aromatique, et c'est quelque chose qui sera assez proche finalement du fleur de canne, c'est-à-dire on a un petit côté floral qui peut ressortir, et on a un... Excusez-moi, c'est le stagiaire qui fait vibrer la table, si jamais ça bouge. Et donc on a aussi des notes peut-être un peu plus, je dirais sur un ouais, sur le floral, sur des choses. On est un peu moins sur la canne, on est plus sur du floral. Alors, Et des fruits peut-être un peu plus, des fruits un peu plus sucrés, ce genre de choses. Oui. alors est-ce qu'on risque d'avoir des... Attends, t'as ton son là? Laissez ton son. De quoi le? Et de l'écho. Alors moi j'ai pas d'écho moi. Ah bah c'est le stagiaire qui me regarde. Non, t'as un truc pour l'écho, non? Est-ce qu'il y a un écho? Vous avez de l'écho? Ouais. Non, j'ai pas d'écho moi. Je m'entends. Donc juste baisser le son. Ah, t'as mis le truc en même temps, non? Non, il n'y a pas d'écho, non. Pas de haut-parleur, rien. Non, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Bon, en tout cas, est-ce qu'on risque d'avoir une différence entre le cœur de chauffe qu'on trouve actuellement dans le commerce, avec l'ancien alambic, et les nouvelles versions de l'Écosse? Je pense que non, parce que la colonne là n'est pas. Il y a forcément une partie de repasse, donc la colonne là, c'est juste on va dire, isoler plus facilement certains composés. Donc on n'a pas du tout. Je pense qu'on va on va garder à peu près la même chose, et on va le laisser aussi à 60. Là-dessus, les aficionados devraient retrouver leur cœur de chauffe. Alors, question suivante. Est-il prévu un simulcast dans la suite des 97 et 98? Oui, c'est prévu. Alors, on en avait de prévu. On a eu quelques soucis de bouteilles, puisque vous aviez des bouteilles sérigraphiées. Mais on a eu 97, 98, 99. On hésite pour faire 2000, parce qu'on a quand même du 2000, mais on a du 2001 de près et du 2002 de près, oui. Et ça depuis un petit moment, oui. Dis-moi, on a une question sur la prononciation de Saint-James. Puisque en Martinique, oui. c'est Saint-James, mais plutôt en métropole, c'est Saint-James. C'est la grande question. Alors, historiquement, tu vois, je vois, Géry, que tu n'as pas lu le livre. Hein, bon, c'est une question de confrères. Benoît non plus, non. On va dire qu'en métropole, et on va prononcer plutôt Saint James. Hein, la maison mère veut d'ailleurs prononcer Saint James, parce que c'est cette connotation anglaise qui d'ailleurs a été utilisée au début où c'était les Roms anglo-saxons, notamment Jamaïque, qui avaient le marché au début du 19e siècle. Et donc le nom de Saint James, par contre, est associé aussi à une autre chose, c'est qu'en Martinique, nous, on a le créateur de l'habitation Trouvaillant, qui était le révérend Père Lefébure, qui lui est du village de Saint-Gemme en Normandie. Donc on a plutôt tendance à dire Saint-Gemme en Martinique. Voilà. C'est juste cette différence parce que c'était le village de Saint-Gemme en Normandie. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'habitation La Salle un tout petit peu, parce que jusqu'à présent, elle aurait dû ouvrir là, si je ne me trompe pas, et donc les premières visites devaient avoir lieu, mais bon, avec la situation actuelle, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire ce que c'est, où ça se situe, par exemple? Ben là, on est à 200 mètres de la salle. Hein. La salle est à gauche, là, pas très loin. Je suis juste à côté, puisque je suis sur le petit chemin à l'entrée du parking qui arrive à la salle. Donc l'habitation est au bout de la rue qui passe devant Saint-James, si les gens connaissent, c'est tout au bout.
Et c'est l'habitation voisine de celle de l'ancienne sucrerie de Sainte-Marie. Et c'est de l'autre côté de la rivière. Donc on a retrouvé une ancienne comment dire, habitation en voulant refaire des chais. On a réutilisé des vieux bâtiments et en fouillant les vieux bâtiments, on est retombé sur les bases de toute une habitation sucrière du 18e, 17e, 18e, type là-bas. Donc on a retrouvé tout ce qui était en dessous du sol, c'est-à-dire la base des comment on appelle ça, des chaudières, la base de l'alambic, et donc on a reconstruit les murs, une grande partie des murs qui étaient au-dessus, on a tout reconstruit, et si possible au plus proche de l'identique de l'époque. On a même refait un moulin en bois, du type 1783. C'est le moulin type qu'on retrouve pareil dans les archives là, de Sainte-Marie, de Saint-Pierre, pardon, où on avait Trouvaillant. Et c'est le même moulin. Donc les gens pourront voir une habitation type de 1800, alors avec aussi des chais plus récents, dont un chai qui est dédié à Bali, puisque cette fois on exposera aussi Bali dans un des chais. Et pour la partie, donc la salle, vous aurez aussi une partie un peu café, puisque il y avait une ancienne caféière aussi, donc on a remis au goût du jour une caféière. Voilà, donc c'est des bâtiments pour le séchage des parches et des grains de café, des cerises de café. Et puis vous avez donc des moulins qui tourneront. Vous avez un alambic, mais qui ne fonctionnera pas, mais qui sera visitable avec tout ce qui était purgerie, transformation, donc séchage du sucre. Là, on a mis des chais, donc vous aurez aussi des fûts Saint-James. Ça reste une partie Saint-James. C'est on va dire pas une sous-division, mais une partie de Saint-James, même si on fait des rhums à part, et notamment des rhums où l'esprit, c'est l'esprit de la pierre, c'est l'esprit du feu qui ont créé donc cette sucrote, puisque c'est l'ancêtre des habitations telles qu'on les connaît maintenant, et des distilleries du rhum habitant, puisque c'est une habitation. Et donc là, si vous voulez faire l'historique, il faut commencer par la salle, puis après vous allez à la distillerie Saint-James et vous avez toute l'historique sur 2 siècles de la naissance du rhum et du rhum agricole principalement. Mais je vois qu'il y a une petite question dans les commentaires, donc juste pour être clair, à la salle, il n'y aura pas de distillation. Pour le moment, il n'y a pas d'appareil à distiller à la salle, oui. D'accord. En réalisant la cuvée de la salle, c'était quoi ton idée? Est-ce que c'était de recréer tes rhums un peu des rhums habitants Le problème, c'est qu'il faudra avoir des rhums habitants de l'époque, et même il y a 30-40 ans, on nous dit que les rhums étaient parfois un peu durs. Non, ce qu'on a voulu créer, c'était des rhums un peu craft, comme on dit maintenant. C'est côté un peu artisanal, et comme ce sont beaucoup de pierres, et ce qui anime aussi, ce qui reste toujours depuis l'époque, c'est le feu pour chauffer, donc ou les colonnes maintenant, mais à l'époque aussi les chaudières. C'est l'eau pour faire avancer les moulins, pour distiller, et puis aussi pour couper le rhum. Et c'est aussi tout ce qui est la partie métal, tout ce qui est la partie aussi instrument. Donc on a voulu ce côté un peu craft, avec un VSOP qui est un peu plus doux que le XO. Et le XO, là, vous êtes vraiment sur quelque chose d'un peu corsé, quoi. Alors, on a pas mal d'anciennes bouteilles de Saint-James qui refont surface depuis quelques années. Et on a eu Olivier Scars, justement, qui nous demande si il y aurait la possibilité d'avoir un listing public des millésimes Saint-James embouteillés, que ce soit dans un livre ou un site internet. Alors, on a commencé à faire cela. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qu'on a en cave, qui sont clairs, nets et précis. Ceux-là, on les a. Donc, normalement, ceux-là, c'est historique puisqu'on les a récupérés à Amsterdam dans les stocks au moment de la revente, du rachat par Cointreau, puis du rachat par la Martiniquaise. À côté de ça, on a aussi d'autres millésimes qui sont inscrits. Donc, on a retrouvé dans les archives, notamment M. Donadieu a retrouvé aussi des vieilles pubs où on voit aussi les millésimes affichés. C'est comme ça d'ailleurs dans une vieille pub qu'on a retrouvé que le plus vieux n'était pas 1885 mais 1884, puisque le 1884 avait été offert au repas des mères de l'Expo 1900. 1918, alors beaucoup ont dit il y a une bouteille qui a ressurgi. Alors 1918 apparaît aussi dans une pub, mais apparaît aussi dans un article, puisqu'à l'époque il y avait eu un bateau qui s'était échoué. On a eu des millésimes qui étaient perdus.
et qui sont le bateau échoué. Donc on a aussi des listes comme ça où on peut retrouver. Il y a des millésimes qui n'existent pas puisque l'année 43, l'année ou 43 ou 44 n'existe pas puisque pendant la guerre le Rhum était réquisitionné, mais ça aussi on le sait. Oui. Mais parfois on ne dit pas toujours tout non plus parce que il y a beaucoup de faux qui circulent. Et là-dessus, on a beaucoup plus de faux sur Bali, d'ailleurs, hein, notamment des Bali de 39 ou 29 avec des capsules à vis. Il faut plutôt éviter si vous voulez en acheter parce que ça peut paraître bizarre. Et donc, en ce moment, il faut faire très attention à ça. Et souvent, on nous demande d'expertiser des bouteilles. Alors, ça reste qu'une expertise, mais il y a des petits critères qui permettent de distinguer puisqu'il y a eu des évolutions et dans le verre et dans l'étiquetage. Mais ça, on le dira pas parce que ça serait indiqué aux faussaires comment faire un peu mieux leurs faux parfois. Voilà. Alors, on a Nicolas Duberson qui revient sur cette histoire de cœur de chauffe et qui demande si on pourra un jour en voir en vieillissement. Oui, soyez patient. Les gens suivent, hein, comme tu peux voir. Donc, Oui, je vois à droite des trois questions. Oui, oui. Il y en a un qui dit même qu'il ne faudrait pas jouer au poker avec moi. Je sais pas qui. Tu le connais bien celui-là en plus. Là, je vois pas les noms des gens. Donc je Bah, peux pas dire. c'est ton pote, hein, c'est ton brand ambassadeur. Oui, oui, oui. Donc bonjour aux Bretons, bonjour aux Jurassiens, et puis j'ai encore deux bonjours, bonjour Taous, et puis bonjour aux Bressans, voilà, j'avais promis, ça Ouais. c'est fait, voilà. alors, tout à l'heure, on a eu la question de Letty Mathieu qui nous demandait si l'AOC, et là, donc, c'est au président de l'AOC qu'on s'adresse, si l'AOC pourrait contribuer dans les prochaines années à une meilleure classification des robes au niveau mondial. Bon, je crois que la l'AOC y a déjà participé, notamment en lançant l'agricole. Je rappelle qu'il y a 20 ans, au début de l'AOC, l'agricole était un terme péjoratif, hein, faut pas se mentir. Les Anglais se moquaient beaucoup du terme agricole, qui était intraduisible d'ailleurs en anglais. Et donc même en Martinique, les gens avaient dit est-ce qu'on va pas abandonner ce terme? Et c'est sous la pulsion de Monsieur Herry de la Dillon qu'il a été gardé, puisque c'est un grand défenseur de ce terme, et tous les gens ont suivi en disant qu'on allait garder ce terme. Et maintenant, on peut en être fier puisque il nous permet donc de défendre nos produits. Et c'est aussi quelque chose d'important puisque tous ceux qui veulent le copier, avoir un terme français intraduisible, voilà. C'est aussi un de mes chevals de bataille que vous connaissez quand je fais des présentations. Hein, quand vous avez des gens autoproclamés qui viennent nous vous dire que c'est les grands champions du rhum, alors que le rhum historiquement a été fait dans les Antilles ou dans les îles. C'est pareil aussi, en Haïti, vous avez le clairin, au Brésil, vous avez la cachaça, on a agricole, donc si vous avez vraiment un produit historique différent, vous avez aussi normalement une histoire qui va avec, quoi. Alors, c'est pas enfin, disons que le terme agricole, c'est pour ça qu'on fait tout pour essayer de le défendre. Et là, il vient d'être protégé au niveau européen. Ça, c'est une des choses qu'on a obtenues il y a peu avec Madère. Et puis maintenant, l'Europe essaye de l'inscrire à l'OMC. C'est pas gagné, mais voilà, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'en l'inscrivant à l'OMC, ça serait protégé mondialement? Ça serait protégé mondialement, oui. Mais ça, c'est pas garanti parce qu'actuellement, comme on a beaucoup d'usages qui apparaissent, on a même eu un cachaça agricole au Brésil, donc ce genre de choses. Alors justement, on a pas mal de rhum agricole qui commencent à fleurir ici et là et qui se programment agricole, alors que ce soit directement sur l'étiquette ou bien pas sur l'étiquette, mais dans les discours des producteurs ou des commerciales ou sur les sites internet. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir comme recours suite à ce genre d'activité finalement? Alors, le recours, c'est plutôt en Europe. Quand ils vont arriver en Europe, c'est que là, c'est protégé, donc là, on peut intervenir. Au niveau mondial, on a beaucoup moins de moyens, sauf dans des protections, notamment comme l'AOC, où quand la France va reconnaître des produits, on a eu ça au Pérou, va reconnaître des produits au Pérou ou autres, à ce moment-là, dans les échanges internationaux, on peut inscrire que le terme agricole est protégé ou la Martinique est protégée. Et là, mais ça, c'est des négociations, et à ce moment-là, mais tous les pays ne sont pas forcément dans ce jeu-là, quoi. Et on n'a pas que agricole, on a aussi une deuxième chose qui est Martinique. Ouais. Hein, on a eu des dépôts de Martinique. Le dernier qu'on a eu, c'est au Mexique, où il y a une catégorie eau de vie Martinique qui a essayé d'être déposée. Ah, Et ok. là, on a un gros avantage d'être en AOC, c'est que c'est la France qui nous défend. Et à ce moment-là, ce sont les avocats français en partage
avec qui on partage les frais, qui se lancent dans cette défense. Et là, ça devient de l'international. Alors, il y a des pays aussi très particuliers comme les USA. Les USA, on a eu la première contrefaçon d'Agricole. C'était une bouteille en plastique de 4,5 litres avec marqué Rhum agricole Martinique, produit en Guadeloupe et embouteillé en Floride. Donc ça faisait bien, ça faisait sympa, quoi. Et donc ça, par contre, l'État américain, en 2 jours, c'était réglé, quoi. Il y a aussi, voilà, ça, quand la France a demandé, Mexique, c'est plus long. La Chine aussi, on a eu beaucoup de temps pour la Chine. On a mis presque 2 ans, 3 ans et demi. Donc, ça dépend aussi des pays, ça dépend de ce qui est dans, comment dire, dans dans les négociations et puis les rapports entre les États. Alors, on a une autre question concernant l'AOC. On en parlait un peu la dernière fois avec les finishes. On nous demande s'il y a des conversations pour la modifier, voire l'élargir, ou peut-être la rendre plus stricte, qui sont en cours. Pour la rendre plus Éventuellement plus stricte, ou soit de l'élargir. Enfin, s'il y a des changements prévus au niveau de l'AOC actuellement, ou si... Alors, l'AOC est quelque chose où on dit souvent que l'AOC est stricte et l'AOC est contraignante. En réalité, l'AOC, vous construisez une AOC comme on a construit des IG sur un existant. En réalité, c'est une photo d'une production et de ce qui amène à une production qualitative. Donc en 96, c'était une photographie de la production telle qu'elle existait à l'époque. Et donc avec les critères employés par les distilleries à l'époque. Donc l'AOC est un gage, et pour maintenir ces productions, éviter que ça devienne industrialisé ou ça devienne que du marketing, les critères sont établis et ces critères doivent être respectés. Mais ces critères, en réalité, ne font que reprendre, si vous produisez comme vous avez toujours produit, vous êtes dans les clous. Alors maintenant, ces critères, il est vrai qu'avec les modes qui apparaissent, il est vrai que beaucoup voudraient un peu élargir ou laisser libre certains critères. Maintenant, le principe aussi, je vais rappeler d'une AOC, c'est d'être différent, qualitativement différent des autres. Hein, un Roquefort n'est pas un bleu, un Roquefort n'est pas un brie. Donc il faut aussi protéger cette différence et c'est cette différence qui nous permet d'avoir une AOC. Donc là-dessus, soyons clairs, l'INAO n'acceptera jamais qu'on perde cette typicité au profit d'autre chose. Mais ça évolue quand même, hein. L'AOC n'est pas non plus figé. À l'expérience, on se rend compte qu'on réajuste certains critères. On a réajusté des critères de fermentation, notamment en montant le degré. Si historiquement il était en dessous de 5, maintenant il y en a qui montent à 7 et puis qui font des longues fermentations avec des goûts un peu différents, mais ça reste du rhum agricole Martinique. Donc, après des tests sur plus de 2 ans, on a élargi ce critère, par exemple. Après, on est actuellement dans l'ouverture pour les finishes. C'est la question l'autre fois, je pense, sur laquelle on était resté, si je me souviens bien. Et les finishes, c'est en train d'être discuté. La preuve, le 5 mai prochain, en commission nationale Rhum, on va discuter des pratiques de finish, puisque l'INAO a mis en place des critères de finish qui sont très stricts, hein, puisque par exemple, ils veulent que le fût ne soit utilisé qu'une fois. Ils voudraient qu'on ne fasse pas moins de 2 mois, pas plus de 1 an, enfin des choses comme ça. Donc là, nous, avec nos climats tropicaux, tout ça, ça ne correspond pas toujours. Donc là, on est en train de discuter pour avoir. Mais il y a des appellations qui ont refusé aussi le finish. Le cognac, notamment en tête, après de longues discussions, l'Armagnac, je crois, suit, n'ont pas de finish. Donc on a aussi des positions un peu particulières à ce niveau-là. Mais le rhum a demandé pour ses IG et l'AOC d'avoir du pouvoir utiliser le finish. Et actuellement, les règles de finish pour le rhum devraient être les mêmes pour les IG que pour l'AOC. Et sur le type de canne, est-ce que vous allez élargir le nombre de variétés, nous demande un confrère. On a élargi en AOC puisqu'on se rendait compte qu'il y avait des cannes historiques, mais vous savez, la l'INAO était très marquée par le vin. Et dans le vin, vous avez des cépages, et les cépages, ils résonnent beaucoup la canne comme des cépages. C'est complètement différent puisque le cépage reste un ligneux qui s'entretient annuellement. Nous, c'est une herbe, on coupe et on coupe au ras du sol et après c'est sur repousse. On replante à peu près par culture clonale tous les 5 à 7 ans. Et donc on avait des variétés inscrites, on avait 14 dans le premier décret.
Et là, on a élargi ce nombre de variétés puisque maintenant, c'est plus une procédure d'acclimatation. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les ans des petites boutures qui font à peu près ça, une bouture de nouvelles espèces, de nouvelles variétés qui fait à peu près 1 centimètre. À partir de là, on va cultiver. Il faut 2-3 ans pour avoir un hectare. Et quand on a un hectare, à ce moment-là, on peut tester. On peut donc c'est plus un problème d'acclimatation puisque de toute façon, vos variétés étant polyploïdes, que vous la positionnez à un endroit et à 2 kilomètres plus loin, elles peuvent être complètement avec des comportements complètement différents. Donc c'est pas comme la vigne. La vigne, vous prenez un porte-greffe, vous greffez, le porte-greffe vous adaptera le sol que vous voulez, enfin pardon, le sol à la variété que vous voulez. Ici, c'est le climat, puisque c'est le climat qui définit le sol, c'est le climat qui définit la pauvreté ou la richesse du sol. Donc vous avez les variétés qui sont sélectionnées par le climat et qui sont pour leur performance. Donc vous avez des variétés et donc on a aussi un flux variétal. Alors ce flux variétal, c'est pour ça qu'on introduit tous les ans des variétés, c'est pour lutter contre les maladies. Hein, puisqu'on a ni insecticide, non, on n'a pas d'insecticide, on n'a pas de fongicide, on n'a pas de nématicide, on n'a que des herbicides. Et pour ça, eh bien, on a fait une lutte biologique et on fait un flux variétal. Donc tous les ans, on rentre de nouvelles variétés, et tous les ans disparaissent des vieilles variétés. Donc avec ce flux variétal, on est toujours soumis à pouvoir du jour au lendemain tester de nouvelles variétés. Et donc pour tester ces nouvelles variétés, on permet d'en introduire. Donc la variation qu'on a fait il y a 2 ans, 2-3 ans, c'est qu'une variété qui est acclimatée depuis plus de 3 ans est réputée AOC en Martinique. Alors, on a notre ami Laurent Cuvier, d'ailleurs, qui nous pose la question suivante. La OC égale, mais qu'en est-il des blancs embouteillés et réduits en métropole qui gustativement ne répondent pas à ces mêmes critères de qualité? C'est-à-dire, attends, redis voir là, j'ai pas compris. En fait, l'AOC est gage de qualité, mais qu'en est-il des blancs embouteillés et réduits en métropole qui gustativement ne répondent pas à ces Oui, ça a été la grande question, une des grandes questions de certains qui diraient que le rhum en métropole n'a pas les mêmes qualités que celui réduit en Martinique. Alors en Martinique, il y en a qui réduisent à l'eau de source. Bon, c'est un choix, mais la majorité, comme dans toutes les eaux de vie, c'est réduit à l'eau osmosée ou l'eau distillée. Et donc l'osmosée, l'eau distillée, par principe, n'amène aucun ion, donc ne change pas la composition. Et c'est la même façon de faire de l'eau distillée ou de l'eau osmosée, que ce soit en métropole ou en Martinique. Par contre, le seul changement que moi je verrais, c'est comme quand vous prenez un vin, que vous voulez le boire en métropole, vous voulez le boire ici, il y a des petites différences, parce que vos papilles gustatives sont sensibles à l'hygrométrie, sont sensibles à la température, ça peut-être ça joue, mais c'est pas la réduction si elle est bien faite patiemment, si elle n'est pas, c'est pas maltraitée en un coup, vous arrivez au même résultat. Et de toute façon, la question est-ce que la réduction sur une même marque est faite de la même façon à la Martinique et en métropole? Alors, je ne peux pas me prononcer pour tout le monde, mais pour ceux qui utilisent donc de l'osmosée ou de l'eau déminéralisée, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Nous, dans notre groupe, c'est le même type de réduction, le même type d'eau. Donc, vous aurez le même type de produit. Alors, pourquoi on ne fait pas tout l'embouteillage en Martinique? Ça, c'était une grande question. C'est qu'en Martinique, il y a des plages, certes, pour faire donc du sable, pour faire du verre, mais si on fait le verre à partir des plages, il n'y aura plus de plage pour les touristes. Donc, ça va être difficile. En réalité, on n'a pas de verrerie en Martinique. Et donc, faire venir le verre des bouteilles vides, ça prend beaucoup de place, ça coûte horriblement cher, et donc les containers sont plutôt privilégiés pour la nourriture. Autant ils repartent à vide. Donc là, quand on les recharge à vide avec de la banane, des bouteilles de rhum ou des choses, on peut, mais déjà, il faut les faire venir. Et ça coûterait horriblement cher de faire tout un transfert comme ça de bouteilles. Donc l'AOC et toutes les IG l'ont prévu. Donc les IG, donc c'est tous les rhums peuvent être embouteillés tant dans les DOM qu'en métropole. En AOC, c'est la même chose, sauf pour les rhums vieux, où les rhums vieux doivent être obligatoirement embouteillés dans l'aire géographique. Puisque là, on a vu qu'il y avait beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'usurpations à l'étranger. Donc là, on protège cette fabrication. Et par contre, sachez que c'est important, tous les embouteilleurs sont contrôlés annuellement.
Et on a des prélèvements, notamment donc en AOC Martinique, on a un prélèvement au minimum d'un produit par catégorie, alors selon la taille des embouteilleurs, qui reviennent par avion en Martinique et qui sont redégustés pour vérifier que c'est bien de l'AOC Martinique. Et en cas de problème, il y a contrôle, double contrôle, voire carrément suspension du lot s'il est incriminé. Qu'il n'est pas AOC ou qu'il ne répond pas même pas du rhum ou qu'il répond à un autre produit. Et ça, c'est très très strict. Et Alors, on y veille de manière précieuse pour justement éviter que l'AOC soit quelque chose qui soit un peu galvaudé, qui ne soit plus qu'un tampon et que ce soit vraiment quelque chose de sérieux. Et n'oublions pas que c'est 100% de nos rhums à l'heure actuelle qui sont dégustés, même s'il y a des opérateurs qui voudraient alléger cette partie-là. Je pense que 100% est un gage de qualité qui nous permet de dire que là, on fait très attention à cette production. alors, justement, on parle de bouteilles et on a une question qui vient. On nous demande qui est le verrier de la fameuse bouteille carrée et qui a signé le design de la bouteille relookée. Le design de la bouteille relookée, laquelle? C'est parce qu'il y en a plusieurs, ouais. Alors, la bouteille carrée, au départ, c'est Saint-James qui est propriétaire du moule. Et après, c'est Saint-James qui a choisi plusieurs verriers, dont Saveur Glace, hein, le grand verrier. Après, pour le relooking du marketing, les versions les plus récentes, c'est Séverin Bale, de la Martiniquaise, qui est en charge donc, de cette partie-là du relooking. C'est vrai qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde. Letty Mathieu, la fermentation en cuve fermée pour récupérer le CO2 à des fins écologiques se développe. Est-ce que ce sont des problématiques qui vous sensibilisent? Alors, à l'époque, toutes les cuves étaient ouvertes et donc il n'y a pas de fermentation en fermenteur en rhum agricole, puisque fermentation en fermenteur, c'est plutôt de la fermentation industrielle. Alors, pour l'histoire du CO2, je rappelle que la canne est un puits à carbone, donc fixe plus de CO2 qu'elle n'en rejette. Donc là-dessus, même dans l'industrie, euh, là-dessus, il suffit de planter de la canne. Et puis, pour mémoire, les 4000 hectares de canne à l'heure actuelle de la Martinique fixent l'équivalent de 25% du CO2 des voitures, la pollution des voitures en Martinique par an. Donc c'est quelque chose d'important, mais accepter un fermenteur, récupérer le CO2, pour le moment, ça irait un peu à l'encontre de la notion de rhum agricole pur. Alors, Voilà. on nous demande justement s'il y a des projets de méthanisation prévus pour Saint-James pour le traitement des vinasses. C'est Non, mais Saint-James le fait déjà depuis le des cas, années, voilà. oui. Oui, voilà. Alors, il n'y a que le groupe La Martiniquaise qui a des méthaniseurs en Martinique, hein, avec De Paz et puis Saint-James. Alors, De Paz avait une colonne fixée, maintenant ils vont passer dans le même système que nous. Donc on est en avance là-dessus puisqu'on fait de la méthanisation depuis plus de 10 ans, hein, et on traite toutes les vinasses depuis plus de 10 ans. On fait du méthane et ce méthane on le brûle pour non seulement faire fonctionner des moteurs qui vont fabriquer l'électricité, les moteurs allemands, les mêmes qu'on utilise dans les usines, dans les fermes à Purin et autres. Et donc, à partir de là, on va utiliser cette énergie pour faire fonctionner les pompes. Et puis, ça va être par la méthanisation, on va enlever plus de 90% dite de la pollution. Alors, c'est une pollution non pas chimique, hein, c'est pas une molécule dangereuse que vous lâchez. Cette pollution, c'est une consommation d'oxygène. C'est ce qu'on appelle les DBO et les DCO. Donc là, vous abattez 98% de la DBO ou de la DCO, et à ce moment-là, l'eau peut être utilisée pour irrigation ou Alors, être lâchée dans la rivière quand la rivière a son plus haut débit. ouais, ouais. Est-ce qu'on sait ce que ça représente aujourd'hui comme, parce que du coup, ça permet également de créer de l'énergie. Est-ce qu'on sait ce que ça représente en termes d'énergie créée, justement? Ah, par jour, c'est quelques milliers de litres, l'équivalent de quelques milliers de litres de gasoil qu'on récupère pour fabriquer. Donc alors, donc 80, plus de 80%, c'est 80-90%, c'est pour faire fonctionner le méthaniseur. Mm. Parce qu'il lui faut, vous avez un process amont et aval où il y a du brassage, et ça, c'est des pompes qui prennent beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. Et ce brassage à aérobie permet notamment aussi d'enlever un maximum d'odeur, permet d'enlever une partie donc de la d'ICO, et puis après, c'est la méthanisation qui va enlever le reste.
Et c'est quelque chose où on est obligé aussi d'entretenir même si on a une production saisonnière, on est obligé d'entretenir sur toute l'année nos bactéries Alors, métallisantes. on a une question qui revient sur le terme de rhum agricole, donc qui est protégé par l'UE, comme on l'a dit tout à l'heure. On sait qu'actuellement, les îles Canaries ont également déposé une demande pour pouvoir être inclus là-dedans. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est finalement complètement fermé pour eux ou est-ce qu'il y a une chance qu'ils puissent intégrer ce terme en fait? En Europe, c'est donc Madère, Madère et puis les départements français listés à l'annexe 2 du règlement 787-2019 qui peuvent prétendre au terme agricole. Maintenant, il faut faire partie de l'Europe et puis il faut être reconnu. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que historiquement il y a une production aussi? C'est peut-être ça qui va rentrer en compte, quoi, là-dessus. Donc, c'est pareil aussi, vous avez des territoires français en Polynésie, tout ça, qui peuvent demander à éventuellement être intégrés. Bon, c'est la question, c'est de voir comment au niveau européen si c'est des régions ultra-périphériques. Après, est-ce que c'est un historique, pas d'historique? C'est là où ça va se négocier, oui. Concernant les îles Canaries, il semblerait qu'il y ait eu un historique au sud de l'Espagne. Oui, au sud de C'est l'Espagne, oui. notre ami Javier qui posait la question. Oui, oui, il y a des chances. Je pense que ça devrait peut-être le faire, mais après, vous savez, c'est des questions après qui peuvent devenir très vite politiques aussi. Alors, pour changer un petit peu de sujet, on a ça concerne pas directement Saint James. Vous distillez pour le rhum hardy. Et la question est, est-ce que le vieillissement, c'est vous qui le faites aussi ou est-ce qu'il est fait à Tartane? Le vieillissement pour le Les rhum moment est hardy, fait pour les rhum et hardy. voilà, pour le moment est fait chez Saint James. Ils envisagent éventuellement de rouvrir un chai là-bas, mais c'est des questions en cours. Alors, Mais il y a beaucoup de gens qui actuellement envisagent de faire du vieillissement. Il y a des familles qui ont eu des marques de rhum qui envisagent beaucoup ce genre de choses. Alors, on a une autre question qui revient plutôt vers le côté collection, donc des anciens millésimes Saint James et des anciennes bouteilles de Saint James. On demande pourquoi chez Saint James, les millésimes des années fin 40, 50 et début 60 sont plus difficiles à trouver que les années 30. Et finalement, est-ce qu'il y a des pays qui ont été peut-être plus privilégiés sur certaines importations que d'autres? Bon, après, ça dépend donc des stocks qui nous restent. Et, bon, alors les années 30, en plus, c'est des bouteilles fragiles, puisque après la crise de 29, le verre avait beaucoup de bulles et c'est plutôt des bouteilles fragiles. Les années 1910-1920, ben avec la guerre, la reprise, on a les pubs qui en attestent, mais on a très très peu de cas de bouteilles. On a quand même dans les archives de Saint-James qui sont à Aix-en-Provence, aux archives nationales des Outre-mer. On a retrouvé aussi des étiquetages de l'époque, donc là-dessus on peut vous répondre que ça a eu existé. Et là, c'est plus, à mon avis, de la consommation. Et à l'époque, il y avait de la consommation donc dans le monde entier. On a une liste. Je suis en train d'établir une carte aussi pour les listes de pays dans tout le monde entier, notamment à ce qu'on appelait à l'époque les colonies, où là, vous aviez aussi Saint-James qui était très présent. Et par exemple, au Canada aussi, où Saint-James est présent depuis 1895 et vend toujours du rhum là-bas. Donc après, c'est aussi les aléas. Alors les années 60 sont très dures à trouver, non pas que chez Saint-James, dans toutes les distilleries ici, puisque n'oublions pas que les années aussi que vous avez citées, c'est les années en général où il y a eu les crises de sucre. Et ces crises de sucre, en général, pour faire de la trésorerie, les gens vendaient plus facilement leur rhum et écoulaient facilement leur rhum sans forcément garder pour avoir de la trésorerie. Donc les années 70 sont assez difficiles à trouver, et c'est pour ça que des petites choses comme le 76, les 74, voire 73 sont très difficiles à trouver. Alors, on nous demande une question un peu, enfin tu verras. On nous demande ce que tu penses du fait que des marques AOC sortent des produits hors AOC et si au Ah final, oui, j'ai eu la c'est pas finalement question. trop compliqué pour les consommateurs à suivre. Eh bien, les règles AOC, c'est pour une production qui reste dans les critères de l'AOC. Et parfois, ben, les marques peuvent produire des choses sans répondre aux critères. La preuve, Saint James, avec son cœur de chauve n'est pas AOC puisque la colonne
seule la colonne est reconnue en AOC. Donc même avec son éléphant, qui n'est pas une colonne complète, mais entre l'intermédiaire entre la mobile et la colonne, ne pourra pas être AOC. Donc là, après, ça peut être par exemple des finishes où, à la dégustation, le produit étant trop marqué par l'autre produit, perd sa qualité, on va dire, de rhum intrinsèque, AOC. Donc à ce moment-là, il ne peut plus prétendre à l'AOC. Mais ça peut être aussi pour des questions, on va dire, de ferment, de fermentation plus longue. Ça peut être tous les critères qui ne sont pas respectés. À ce moment-là, les gens peuvent produire en non AOC. Et là, ils peuvent, s'ils restent traditionnels, produire en Antilles françaises. Il y a une question plus personnelle, Marc, pour toi, c'est quel est ton Saint-James préféré et quel est ton rhum préféré hors Saint-James? Et troisièmement, qu'est-ce que tu caches dans ta tasse? Ah non, ma tasse, la tasse, c'est pour mon frère. Ça, c'est pour un souvenir de mon frère quand on était en Italie. Alors, vous voyez bien, c'est très italien. Dans ma tasse, c'est de l'eau, si vous voulez voir. Bon, c'est pas le stagiaire peut confirmer, c'est lui qui me sert parce que bon, il a du mal à supporter l'alcool. C'est un Breton quand même, donc on va rien dire. Et donc, mon préféré. Alors, avant de travailler chez Saint-James, j'aimais bien le Saint-James, j'aimais bien le Hordage. Et puis, depuis, on a créé le 15 ans et j'aime bien le 15 ans. Parce que ça me rappelle les sous-bois, ça me rappelle la récolte des champignons en septembre et c'est un moment que j'adore. Et notamment, voilà, fin septembre, août, septembre, ça dépend des champignons qu'on ramasse. Et puis, bon, les étrangers, alors quand j'ai fait des dégustations pour le Gotemillo, j'ai bien aimé Manao en rhum étranger. Alors ça, c'était un coup de cœur. Mais sinon, en Martinique, ben, il y a des cuvées que j'aime bien, il y a des produits, bon, tous sont très bons, mais après c'est une question de goût, hein, parce qu'après c'est des goûts perso. Oui, Alors, c'est une question personnelle, donc tu peux le dire. oui, ben, il y a des blancs de favoris qui sont très très bien, il y a des blancs de Naisson qui sont super bien. Puis vous avez des vieux, alors je salue Daniel Baudin, parce que c'est un très grand maître de chai. Vous avez des vieux de l'époque de Trois-Rivières, enfin pas Trois-Rivières, qui sont très bien. Vous avez aussi Robert Perronnet qui travaille très très bien aussi. Ouais. Ça, les grands maîtres de chais sont très connus en Martinique. Oui. Alors, on nous demande quel est le but de limiter l'usage du terme agricole, justement, si le process est le même pour des rhums de pur jus de canne venant d'autres pays comme l'île Maurice ou la Thaïlande, par exemple. Ben, le problème d'agricole, c'est qu'il faut qu'on arrive à défendre notre production, certes, notre caractéristique, certes, mais il faut aussi qu'on évite que ce terme agricole soit pris pour tout et rien, parce qu'on voit que certains, à partir d'un simple sirop vierge, même s'il est vierge, donc sans avoir fabriqué du sucre, veulent l'appeler agricole. Et puis agricole, il faut que ça reste aussi notre force. Parce que si tout le monde fait de l'agricole ou tout le monde a le droit au terme agricole, notre terme agricole à nous, qu'est-ce que vaudra notre agricole? Qu'est-ce que vaudra notre définition? Alors là, certains vont me dire que je suis pas fair-play, mais enfin, qui demande à Coca-Cola déjà de donner sa recette. Et puis nous, on acceptera à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, ce que je disais aussi tout à l'heure, si vous avez le terme clairin, ben c'est clairin. On va pas aller prendre le terme clairin à Haïti, quoi. On va pas aller prendre le terme cachaça au Brésil. Ça, c'est chacun ses principes et puis c'est son historique. Maintenant, il est vrai que le terme agricole a pris un très très grand engouement, notamment aussi grâce au barman et avec Stéphane en tête, que je salue, là il va bicher. C'est que à l'époque, il y a 20 ans, c'était les Bacardi et autres qui menaient la danse parce qu'ils avaient des recettes types. Hein, on vous disait c'est temps de centilitres, tout ça. Et il y a un moment, il a fallu aussi que les barman réapprennent se réapproprient aussi une partie du bar et aussi d'être créatifs. Et là, on leur a laissé cette option-là et c'est grâce aussi au rhum agricole qu'ils ont pu, sur une certaine partie, se diversifier. Au début, c'était très dur, mais maintenant, je pense qu'ils en sont à quelque chose où ils sont super bien réussis. Et ça, on peut leur rendre grâce. Ils ont été aussi les vecteurs du développement du rhum agricole. Maintenant, est-ce que le reste, c'est un effet de mode et peut-être que demain, ça sera un autre type de rhum et que les gens rappelleront leur rhum d'une autre façon? Voilà. Ben, comprenez que nous, on veut défendre nos spécificités. C'est historique, c'est aussi nos produits et c'est aussi notre savoir-faire.
Alors, en métropole, on a entendu parler depuis quelque temps d'un projet de musée du rhum en Martinique sur le modèle du musée du vin à Bordeaux. Euh, Qu'en est-il de ce projet? Ah, bon, juste un petit bonjour à mon frangin parce qu'il n'aura pas de Maurice cette année, donc à cause du Covid, donc j'ai fait coucou. Pour le musée, enfin pour la, c'est au départ c'est parti donc d'une idée un peu générale où ça devait être quelque chose qui devait être aussi fédérateur pour aussi tous les gens qui viennent à visiter donc notre île. Parce que quand on va en Écosse, on va voir les whiskies. Venir dans notre île, c'est aussi pour venir voir les rhums. Et donc cette cité posait aussi un problème, on va dire, un peu stratégique, parce que les politiques s'en sont certes emparés, beaucoup de gens s'en sont emparés, il y a eu tout et rien sur le sujet. Le problème, c'est que s'il y a une cité, mais que cette cité ne permet pas de diffuser dans les distilleries, les touristes, tout ça, et on a plusieurs points d'entrée en Martinique. On a le port, on a l'aéroport. Donc maintenant, on est plus. Et puis c'est quelque chose qui risquerait de coûter énormément cher, qu'il faut entretenir. Et donc on pensait plus avec le développement, donc par exemple dans les distilleries, des sites avec les parties historiques, on pensait plus à quelque chose de virtuel qui aide les gens à découvrir pour le moment. Et puis peut-être que ce sera le pas pour aller plus loin, pour quelque chose de réel, mais faire déjà du virtuel avec une carte plutôt de la route touristique et donc des distilleries, puis après d'avoir à égrener au fil Je vous écoute. des distilleries et au fil de la Martinique, de faire découvrir chaque site, parce que chaque site est différent par son approche, par son historique, par sa méthode aussi, et donc offrira à chacun une manière différente de le voir. Mais c'est un projet qui est à long terme. Il faut que ce projet reste. Alors, il a voulu être repris par beaucoup de personnes, mais je pense que c'est un projet qui doit rester dans les mains des distillateurs. Donc, on Et a là, quand même. on a même vu une association qui avait créé le projet sans les distillateurs ou qui les mettait juste comme un peu comme des fantoches en milieu de trucs. Donc là, il y a eu des petits coups de gueule de certains, dont Monsieur Benoît, pour ceux qui le connaissent, et il y a eu aussi un peu de remise en cause. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit être bien construit, quoi. Donc, il y a quand même une réelle volonté de continuer à développer le spirituisme. Alors, le spiritourisme, oui, on est en train d'établir une carte. Vous avez une carte qui est établie sur Internet, et puis maintenant, on va faire de la signalisation, quelque chose d'important. Mhm. Et en AOC, on a créé une charte. Alors, c'est une charte qui est en cours de discussion. C'est une charte pour aussi mettre un environnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait dans le nord ou dans le sud pourrait voir dans le sud eh ben, la maison de la Canne, pourrait voir le moulin Val d'Or, pourrait voir le musée, enfin le musée, les musées là-bas, les trucs comme ça. Donc là, on est en train de créer aussi un environnement et un espèce d'environnement aussi pour les restaurateurs, puisque c'est important. Et on est en train d'essayer de labelliser cela. C'est-à-dire que, par exemple, un restaurateur ne pourrait prétendre être restaurateur labellisé que s'il a un certain nombre de marques de la Martinique et qu'il en fait la promotion. Et ça, c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'être labellisé en même temps pour on fournisse aussi d'autres services et que les gens qui sont dans ce service puissent bénéficier de l'aura de l'AOC pour ça. Et ça, c'est en cours de réflexion et c'est quelque chose qui, je pense, avance. Alors, c'est pas quelque chose où il faut aller vite, mais c'est en cours. Alors, plus une question concernant l'actualité. Comment vois-tu la reprise des activités maintenant dans les prochains mois? Si reprise il y a. Alors, Géry, arrête d'écrire des bêtises. Le Covid, ben ici, on a eu la chance, c'est qu'on était un peu confinés un peu avant que le pic arrive, donc on va être dans les zones dites vertes. Donc là-dessus, par contre, on a bien vu que on a une baisse des ventes de plus de 50%, en général 40 à 50%. C'est bien la preuve donc que c'est pas les Antillais qui sont des gros consommateurs, mais c'est plutôt le tourisme où les gens repartaient avec leurs bouteilles
et faisait partie de ça. On voit aussi également, j'en profite pour dire que l'air n'a jamais été aussi propre que pendant le Covid, et pourtant les distilleries tournent. Donc, quand on nous fait des reproches, là, je pense qu'il va falloir que les gens regardent bien ce qui se passe. Et donc le Covid va être pris donc à partir du 11 mai, il y a une grande majorité des distilleries qui vont rouvrir, mais il faut mettre en place des circuits donc pour éviter les contacts, il faut remettre le gel. Je pense que c'est là où on va avoir besoin de beaucoup de gel. Parce qu'il y aura tous les magasins, tout le monde voudra reprendre l'activité, mais il faudra garantir les écoles, tout ça, il faudra garantir la sécurité de tous. Et c'est à ce moment-là. Donc là, on est en train de discuter aussi avec la préfecture pour qu'éventuellement on puisse faire du gel à partir de rhum, puisque actuellement la norme demande que ce soit de l'alcool de pharmacie qui soit utilisé, et non le rhum n'est pas encore habilité pour ce faire. C'est-à-dire qu'actuellement, les distilleries du groupe La Martiniquaise en Martinique n'ont pas produit de gel à ce niveau-là. Alors, on a produit du gel, notamment de manière commune avec le Codérum. Hein, c'est là où le rhum ne pouvant être utilisé dans ce cadre-là. Donc, on a utilisé donc de l'alcool de pharmacie. Et c'est Saint-James qui a l'alcool de pharmacie et qui est le revendeur d'alcool de pharmacie toute la Martinique. Donc il y a 8000 litres d'alcool de pharmacie qui ont été en gros achetés ou échangés contre du rhum par les distillateurs de Martinique. Et là, on va faire à peu près 16 000 flacons de 500 millilitres qui sont en cours de distribution. Tout ce qui est pompiers, enfin les gens qui sont les premiers au front, quoi. Voilà. À côté de ça, chaque distillerie aussi met sa patte à l'ouvrage. Nous, on va aider les pompiers à fabriquer, ils vont venir fabriquer dans quelques jours leur gel chez nous. On va les aider pour ça, puisqu'on a aussi des cuves, on a des moyens pour les aider. On a aussi des dons qu'on fait, enfin, on vit au jour le jour, quoi. C'est certes, on n'en fait pas état ni publicité sur tous les médias, mais ne vous inquiétez pas, on fait tout ce qu'il faut pour essayer d'aider les gens qui sont sur le front. Et donc, je dis bonjour à tous ceux qui sont concernés, la SNCM et ce genre de choses, les pompiers de Martinique qu'on peut aider et tout ça, les gendarmes aussi, et puis aussi tout ce qui est, tous les gens en contact ont été des personnes qui pourraient en avoir besoin. Alors, pour terminer, parce qu'on approche tout doucement de l'heure, donc pour terminer ça, peut-être sur une touche un peu plus joyeuse, est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues cette année? Voilà. Oui, des nouveautés, oui. Alors, il ne suffit pas de dire oui, il faut nous dire quoi aussi. Hein, c'est pas... vous avez déjà vu un qui est en train de sortir, là, un petit VSOP. Voilà, après, il y a quelques millésimes, voire des brutes de fût qui vont sortir pour certains, oui. Et puis vous avez en Bali un petit clin d'œil au passé qui est en cours d'élaboration. Un multimillésime qui est en cours d'élaboration. Alors, on a dans mon équipe, notamment au Chai, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, donc qui sont confinées pas d'office. Donc là, j'ai un peu de manque de personnel, mais dès qu'on va pouvoir, on reprendra. Et ces cuvées déjà, elles sont dans un coin par là. Donc maintenant, il faut réaliser. C'est pas toujours le plus facile, mais on va réaliser. Alors, c'est aussi la stratégie de Saint-James. On ne fabrique pas 36 cuvées par an, hein. On préfère faire un nombre limité qui soit bien différent de ce qui existe et autres. Et voilà. On prend notre temps parce que c'est vrai aussi que des très vieux rhums, on en a, mais il faut aussi prendre le temps de faire des cuvées et puis avoir le temps. Faut laisser le temps au temps, quoi. Faut pas demander tout de suite parce que ça va être dur à faire. En tout cas, Marc, on te remercie pour cet entretien et d'avoir répondu à ces questions pour la seconde fois. Donc, c'est bien gentil de ta part. Merci d'avoir fait ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Moi, je souhaite à tout le monde que tout se passe bien pour le déconfinement et puis que la reprise soit super sympathique et puis qu'on en profite un peu et puis qu'on boive tous à la santé de tout le monde en sortie de là. Parfait, merci beaucoup. Salut Marc. Et Thierry, nous on se retrouve lundi avec Thierry Lozéa pour Accord Rhum Chocolat. Chocolat, ouais, tout à fait. Parfait, on fait comme ça. Bon, on va aller coucher dans 5h30. Allez, bonne journée à tous, bon week-end. Salut. Bye. Bye. Bye bye.